Alors, je vais essayer de faire le cours sur l'ergonomie qui a duré 3 heures en une version un petit peu plus courte. Voilà. Alors, pourquoi s'intéresser à l'ergonomie? Eh bien, on s'intéresse à l'ergonomie dans la création de sites internet. C'est pour faire des sites qui soient bien construits, qui soient plaisants à naviguer, où l'internaute trouve facilement ce qu'il cherche. Un site qui se charge rapidement, ça fait aussi partie de l'ergonomie parce qu'on n'attend pas tellement, on n'est pas très patient sur Internet. Donc là, le but de tout ça, c'est de savoir, enfin le but de ce petit cours, c'est d'apprendre à reconnaître quand un site est efficace, éventuellement apporter des solutions aux problèmes de compréhension et savoir aussi critiquer et argumenter une maquette, un site web existant, etc. Pour votre examen, c'est parfois ce que je demande, quoi, d'analyser un site, de dire pourquoi il est efficace ou pas, qu'est-ce qui marche pas. Donc il y a un certain nombre de règles qu'on va voir qui tendent à tendre vers cet objectif. Alors, petit vocable, l'utilité, c'est donc la capacité de votre site à répondre aux attentes de vos visiteurs. Par exemple, je vais sur un site internet pour savoir à quelle heure a lieu le spectacle que je vais voir ce soir. J'ai un but, je veux trouver cette info. Voilà, ça c'est l'utilité. Est-ce que l'info est présente sur le site? Maintenant, l'utilisabilité, ce sont les moyens qui sont mis en place pour accéder à cette information. Donc, est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est efficient? Est-ce que j'en retire une certaine satisfaction? Donc ça, c'est les critères de l'utilisabilité. L'efficacité, donc le site permet à ses visiteurs d'atteindre le résultat prévu. Donc l'info, elle y est, mais j'ai un moyen d'y aller. Bon, ça coûte de source, mais ce n'est pas toujours évident. L'efficience, j'atteins le résultat avec un effort moindre ou requiert un temps minimal. Donc j'ai compris, c'est fluide, c'est clair, j'y vais rapidement. Satisfaction, confort et évaluation subjective de l'interaction pour l'utilisateur. Voilà, s'il a une certaine satisfaction à avoir trouvé cette info, quoi. Donc, l'ergonomie web, c'est ça. C'est est-ce que l'info que les gens viennent chercher sur mon site, elle existe et est-ce qu'ils y arrivent facilement? Quatre règles qu'on va voir. Donc, le concept de la Gestalt. Enfin, on dit plutôt Gestalt en fait, parce que c'est allemand. La Gestalt, qui est utilisée dans plein d'autres domaines aussi, mais bon, là, on va voir comment elle s'applique au web design. La loi de Fitts, la loi de X et le concept d'affordance. Alors, la Gestalt ou psychologie de la forme. Alors, la définition, la psychologie de la forme ou gestaltisme est une théorie psychologique, philosophique et biologique selon laquelle les processus de la perception et de la représentation mentale traitent spontanément les phénomènes comme des ensembles structurés et non comme une simple addition ou juxtaposition d'éléments. Le tout est différent de la somme des parties. Ça veut dire que par exemple ici, on voit plutôt la carte de France, alors qu'en fait on pourrait voir simplement des ronds, se dire oh c'est des ronds, mais non, ce qui saute aux yeux c'est la carte de France. Donc c'est ça la Gestalt, c'est l'ensemble prend le pas sur la perception qu'on a des éléments séparés. Donc une page web, en fait, c'est un ensemble d'éléments qui sont imbriqués les uns dans les autres et qui forment un tout, et on a une perception de tout ça. Voilà, donc autre exemple pour illustrer la Gestalt, ici, eh ben, ce qu'on voit plutôt, c'est plutôt un profil, et quand on en met deux, on a une perception du tout, donc c'est pour ça qu'on a plus tendance à voir le vase qui est au milieu, quoi. Voilà. Alors, dans la Gestalt, elle se divise en plusieurs lois. Donc il y a la loi de la proximité, qui fait que la proximité, c'est le fait que notre cerveau, il a tendance à associer des éléments qui seraient proches. Donc ici, on a des ensembles qui sont... enfin, bon, voilà, éventuellement, on peut associer ces deux-là. Mais donc, c'est plutôt un paquet d'étoiles qui est sans ordre. Par contre, ici, eh ben, on a deux lignes d'étoiles. Mais c'est plutôt... Les étoiles passent au second plan devant la notion de ligne. Voilà. Donc on aura plutôt tendance à associer, à se dire que ces deux étoiles-là ont plus de choses en commun que ces deux-là. Voilà. C'est ce que se dit notre cerveau. Alors, la proximité, cette déduction de notre cerveau se fait naturellement
Et donc évidemment, des éléments qui sont éloignés, eh ben, c'est la même chose, on les dissocie, quoi. Donc ça, c'est fondamental pour la conception d'une page web. Il faut que les éléments euh, qui ont une relation forte soient proches les uns des autres. Et il faut que ceux qui n'ont pas de proximité, de contenu, soient éloignés les uns des autres. Petit exemple, ici j'ai une page d'un site où j'ai une barre de navigation ici. Quand je clique ici, j'arrive sur une première page et là en fait j'ai une sous-navigation. Et en fait, les deux éléments de navigation, la navigation principale et la sous-navigation, sont trop éloignés. Et en fait, je ne vais pas comprendre immédiatement quand je vais cliquer ici, surtout que je clique à cet endroit-là. Donc je regarde ici, et ce qui se charge là, je ne fais pas tellement gaffe. Alors que si j'ai quelque chose qui apparaît en dessous, par exemple, eh bien, ou en dessous comme ça, eh bien, ça saute c'est plus facilement, enfin, je l'associe beaucoup plus facilement, quoi. Voilà. Petit exemple. Donc voilà. Un autre exemple, donc ici sur cette construction de page, j'ai trois colonnes ici. En réalité, ces deux éléments-là sont associés. C'est-à-dire que ça, c'est le titre de ma page qui est là. Et là, j'ai une colonne avec du texte. Là, j'ai une photo qui illustre ce texte. Et là, en fait, ce sont des éléments de navigation qui permettent d'aller sur d'autres projets de même type. Voilà. Mais en fait, ici, ça saute pas aux yeux parce qu'en fait, eh ben, la marge ici est identique. Donc les éléments sont tous à égale distance. Donc si je décale mon visuel du texte, eh ben, je vais les associer et je vais dissocier ça. Donc en arrivant sur cette page, on va comprendre plus facilement ce qui se passe, quoi. Voilà. Alors si je veux accentuer, je peux encore faire un autre type de dissociation, c'est-à-dire en rajoutant un fond de couleur. Par exemple, ici, clairement, eh ben, j'exclus cette colonne de mon contenu présent ici. Voilà. Un autre exemple qu'on voit tout le temps, c'est ce genre de choses. Donc quand on est là, par exemple, eh bien, j'ai une légende qui est associée à une photo. Donc quand je suis en haut de la page, ça va, parce qu'ici, bon, bah, je comprends que la légende, elle fait partie de cette photo. Quand je scrolle un peu et que j'arrive comme ça au milieu de ma page, au bout d'un moment, je ne sais plus si la légende de ma photo ici, c'est ça ou si c'est ça, parce que les marges sont absolument identiques. Voilà, alors bon, sauf ici quand c'est sur deux lignes, mais enfin bon. Euh, voilà, en tout cas, c'est un exemple qui arrive souvent. Donc en rajoutant un petit peu de marge en dessous du texte, eh bien là, dans le cas présent, j'associe beaucoup plus rapidement la photo et le texte. Tout ça, c'est la loi de proximité. Ces deux éléments étant proches, je les associe. Voilà. La loi de similarité. Des formes qui se ressemblent sont regroupées par notre cerveau, donc taille, forme, couleur. Les petits carrés, je vais les associer. Les gros carrés, je vais les associer. Ici, si j'avais une page construite comme ça, eh bien, je mets ces éléments en avant, donc je peux dire que bah, c'est un peu comme sur mon site, en fait. Là, dans ces blocs-là, j'ai des blocs qui sont plus gros que d'autres. Alors, ils ont plutôt tendance à scaler à gauche. Mais bon, voilà, en fait, c'est ceux que je veux mettre en avant. Donc, ils ont une similitude, quoi. Donc, typiquement, ici, euh, quatre petits blocs cliquables. Ici, trois petits blocs cliquables. Ils ne sont pas le même graphisme, ils ne sont pas la même taille. Eh bien, je vais forcément, le visiteur, quand il va arriver devant cette construction, et il va savoir que ces quatre éléments sont de même nature, et que ceux-ci sont de même nature aussi, quoi. Voilà. Mais ils ne sont pas de même nature que ceux du dessus. Voilà. Par la forme, similarité de la forme. Ici, bon, bah là, c'est sur mon site. Donc là, c'est des éléments euh, pour aller sur des actualités. Le visuel est rond, au-dessus c'est carré. Bon, bah, typiquement, là, je fais la différence. Autre possibilité, c'est la similarité par la couleur. Ici, on associe, quand on doit choisir une couleur, beaucoup plus rapidement le bleu avec le bleu qui est là, le violet avec le violet qui est là. Euh, c'est beaucoup mieux que si on avait écrit noir, gris, violet, rouge, jaune, etc. Voilà, on associe, notre cerveau associe beaucoup plus vite. Donc, en résumé, la Gestalt,
c'est la proximité des objets et similitude des formes, de couleur ou de taille. La proximité et la similitude créent une association, et donc l'éloignement et la différence des formes, de taille ou de couleur fait une dissociation. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. La Gestalt, c'est ça. Des éléments, ils se rapprochent, on les associe, ils ont quelque chose en commun, on les associe, on les éloigne, on leur met des couleurs, des formes différentes, on les dissocie. Voilà, ça c'est très important. La loi de Fitts, alors ça s'applique plutôt au e-commerce, mais vous, dans le domaine de la culture, vous risquez d'avoir des sites avec un bouton, je sais pas, c'est comme ici. Paf, 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 paf. Je vais sur un spectacle. Non, là, il n'y a pas de billetterie. Ah si, il y a une billetterie. Ah, pardon. Voilà. Donc ici, alors là, la page est un peu grosse, mais si je vais me mettre comme ça. Ici, en fait, je veux que les gens aillent sur la billetterie. C'est le but. Donc, j'ai fait un gros bouton. Voilà. Alors, le fit sizing, qu'est-ce que c'est? C'est prédire que le temps requis à un être humain pour pointer sur une zone, donc par exemple le bouton billetterie, permet de savoir en combien de temps la souris va atteindre un élément sur cette page, et ça permet d'optimiser les interfaces. Alors, la loi stipule que le temps nécessaire pour atteindre un élément est proportionnel à la distance de l'élément et de la taille de l'élément. Typiquement, quand je suis sur le site de Cdiscount, là, eh bien, je viens de cliquer sur un ensemble sur la page d'avant, j'étais ici, ma souris était ici, et j'arrive sur cette page-là. Eux, ils veulent qu'on aille sur ajouter ici. Donc, ils ont fait volontairement un bouton très visible, très gros, très facilement cliquable, parce que déjà, il est proche, donc je vais y aller beaucoup plus facilement. Et comme il est gros, je vais pouvoir, je vais pas devoir voilà, faire comme ça, quoi, devoir pointer dessus, rater, revenir dessus. Voilà. C'est plus facile, il est facilement accessible parce qu'il est gros, parce qu'il est visible. Euh, voilà. Donc, c'est ça la loi de Fitts. C'est faire en sorte que c'est savoir, quand on arrive sur une page, où est le curseur de la souris, et s'il y a un endroit où on veut que les gens aillent cliquer, eh bien, s'il est loin de l'endroit où ils ont cliqué, eh bien, le grossir pour que, quand on arrive avec la souris dessus, on ne le rate pas, on passe dessus. Et ça, dans le e-commerce, parfois, simplement changer la taille d'un bouton, ça va faire augmenter les ventes d'un site. Voilà, donc plus la souris est éloignée d'un élément et plus le temps pour atteindre cet élément sera long, plus l'élément de destination est gros et moins la souris nécessitera de temps pour l'atteindre. De ce fait, pour atteindre rapidement une zone à l'écran, il faut que celle-ci soit grande et proche de la souris. Voilà. Alors, un autre exemple, la loi de Hick. Euh, Donc cette loi, elle décrit le temps qu'il faut à un utilisateur pour prendre une décision en fonction du nombre de choix qui sont à sa disposition. Typiquement, nous, c'est les éléments de menu dans un site. Quand les choix qu'on a à faire, c'est là où on doit cliquer. Et en règle générale, on va plutôt cliquer dans un menu. Alors, il faut savoir que de mémoire, un homme peut retenir entre 5 et 9 objets. Euh, En moyenne, on est autour de 7. Au-delà, notre mémoire de travail, donc la mémoire transitoire et instantanée, nous joue des tours. Au-delà de cette grande zone, le message risque d'être brouillé et mal compris. Typiquement, si j'ai une navigation comme ça, je ne sais pas où chercher, il me faut du temps, c'est compliqué, c'est pas clair, je ne comprends pas. Voilà. Donc dans les barres de navigation, on évitera de mettre plus de 7 items dans une barre de navigation, et au maximum, on en met 9. On ne dépasse jamais 9. Voilà. Un menu avec beaucoup trop d'éléments, difficile de se repérer. Voilà. Ici, un menu avec 5 éléments. Là, je comprends tout de suite où je dois aller. Voilà. Ici, je ne comprends pas, je laisse tomber, je ne vais même pas lire tout ça, quoi. Voilà. Alors, parfois, c'est voulu. Des sites comme Cdiscount, ils font des gros menus comme ça, avec plein de trucs à cliquer de partout. C'est volontaire, c'est pour qu'on ait une impression de bazar, de brocante, où on va dénicher la bonne affaire en cherchant. Voilà. C'est juste qu'il faut le savoir, quoi. Si on veut quelque chose de clair, on fait plutôt quelque chose avec peu de choix. Le concept d'affordance. L'affordance, c'est la capacité d'un système à suggérer sa propre utilisation. Typiquement une porte, quand je vois des gonds,
quand je n'ai pas de chambranle, hein, qui maintient la porte, et ben je comprends immédiatement que là, cette porte, je peux l'ouvrir, et celle-ci, je ne vois pas les gonds, et j'ai un chambranle devant, et ben je sais immédiatement que je peux la pousser. Donc la porte suggère sa propre utilisation. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on doit faire aussi sur le web. Euh, c'est de faire de liens qui ressemblent à des liens. Donc les liens par convention, on souligne, où il faut faire en sorte que ce soit différent du reste. Et si possible que cette différence soit omniprésente sur l'ensemble des pages. Typiquement, si je choisis une couleur pour ce qui est cliquable, c'est-à-dire que si tous mes textes, mes menus, etc. sont cliquables, et que je les fais rouges à un endroit, eh ben, ça sera plus facilement compréhensible si partout où il y a quelque chose de cliquable, c'est rouge. Alors j'ai d'autres effets, je peux faire du surlignage, je peux rajouter des petits pictogrammes qui donnent une indication qui donnent l'indication que c'est un lien, par exemple. Voilà. Pour les images aussi, ça c'est important, je dois différencier les images cliquables des images non cliquables par une distinction qui peut prendre la forme d'un contour, de couleur, d'un pictogramme, etc. Quand je vois cette image, je ne comprends pas forcément que c'est cliquable. Si j'ai des images avec un filet rouge, eh bien, on va voir une différence. Donc, on peut se douter qu'elle est cliquable. Avec un petit pictogramme comme ça de loupe, eh bien, je donne l'indication que non seulement mon image est cliquable, mais qu'en plus elle va zoomer, qu'elle va s'agrandir. Voilà. Donc, parfois on voit sur des sites, il y a des images qui sont cliquables, d'autres qui ne sont pas cliquables, et on n'a pas d'indication, on ne sait pas lesquelles sont cliquables. Il y a simplement le fait que le curseur change d'état quand la souris passe dessus, mais voilà, il faut aller passer la souris dessus, et sur le tactile, on n'a pas de souris. Voilà. Alors, quelques petites idées préconçues sur l'ergonomie web. La règle des 3 clics. Parfois, on entend dire qu'il faut que sur un site, le visiteur n'ait pas à cliquer plus de 3 fois pour accéder à une info. Sur un gros site, des fois, c'est très compliqué. Et il y a des sites qui sont très bien faits, qui s'affranchissent de cette règle et sur lesquels on se repère très bien. Voilà. L'ergonomie, c'est incompatible avec un bon design. Eh bien non, un designer web doit connaître ses règles et savoir composer avec. Voilà. Le scroll, les visiteurs d'un site savent scroller et font quasiment automatiquement le scroll horizontal. Où il va falloir, si on détaille sur le scroll, avant c'était un peu plus difficile que maintenant pour scroller parce qu'on n'avait pas de pavé tactile, on n'avait pas de molette sur les souris et il fallait aller sur le côté chercher les petits ascenseurs là. Et c'était pas évident, voilà. Donc on avait plus tendance à faire des petites pages sur le web. Et donc maintenant, quand on arrive sur un site, on scrolle immédiatement, on n'y réfléchit même pas, on scrolle quoi. Et donc ce qui fait qu'on peut se permettre de faire des grandes pages et il faut plus avoir peur de ça. Voilà, il y a encore trop de gens, des commanditaires de sites qui ont peur que les visiteurs ne scrollent pas leur page. Voilà, le scroll horizontal est moins naturel. Donc parfois c'est difficile à utiliser. On n'a pas de molette de souris horizontale. Alors parfois en scrollant en horizontal, c'est une élève qui avait fait remarquer ça la dernière fois, et bien ça scrolle en scrollant vertical, et bien ça va scroller à l'horizontale et ça fait un effet sympa. Je l'ai vu l'autre jour, c'est vrai que c'est pas mal. Il n'y a pas de lecture en F ou en Z, c'est faux. C'est la composition de la page qui va diriger l'œil du visiteur parce que la page est perçue dans sa globalité, dans sa composition. Si ma page c'est ça, eh ben, je vais regarder le petit chat, et oui. Et là, pareil, si ma page est comme ça, bah, c'est ce qui compose ma page qui va attirer mon œil, quoi. Voilà. D'autres petites règles. Alors un truc très important, dans l'ergonomie, il faut faire attention à son texte. Il faut faire attention à ne pas balancer des gros pavés de texte là, sans un minimum de mise en forme. Donc, un texte est agréable à lire. Ça vaut pour le web, mais ça vaut pour tout, pour le papier, le papier web. Donc, on essaye de scinder un article en plusieurs paragraphes. On essaye de trouver des intertitres, donc de mettre des titres, de couper notre texte en différentes parties. On fait des sauts de ligne aussi dans les paragraphes, pourquoi pas. On essaye de ne pas justifier le texte sur Internet, parce qu'avec les changements de taille, avec le responsive, parfois ça fait des choses pas très belles, des fois ça fait 2 mots sur une ligne, voilà.
C'est pas comme sur le print où on peut se permettre de faire ce genre de choses parce qu'on a la main sur chaque retour à la ligne. Sur le web, on peut pas, donc on ne fait pas ça. On essaye de prévoir un interlignage suffisant pour avoir une lecture agréable et on essaye d'avoir des marges ou des coupures de taille suffisante à droite et à gauche. Donc on fait en sorte que notre texte, quand on va le lire, il ne soit pas collé comme ça. Voilà. On met des marges. Alors, on essaye de faire en sorte aussi de ne pas utiliser trop de polices et pas des polices trop exotiques, trop illisibles, etc. Il y a plein de typos sur Internet avec des fleurs, des trucs qui prennent feu, etc. On essaye d'éviter, c'est pas très agréable à lire, sauf éventuellement pour des gros titres. Voilà. Au-delà de 3 polices de caractère, la lecture peut s'en trouver perturbée, ça donne aussi pas forcément une notion de cohérence. Voilà. La lecture d'un texte peu contrasté est fatigante et n'invite pas à sa lecture. Évidemment, ça, c'est plus facile à lire que ça. On n'utilise pas de termes trop techniques, de jargon professionnel, poétique, peu explicite. On essaye d'utiliser le langage de nos visiteurs. Voilà, dans certains milieux, on a un jargon professionnel. Et bon, on essaye de s'adresser à notre public et de se mettre à leur place et de parler comme eux. Évidemment, on vérifie l'orthographe, utiliser correctement les règles de ponctuation, bonne utilisation des majuscules et des minuscules. C'est l'heure de manger les enfants et c'est l'heure de manger les enfants. C'est pas la même chose. Voilà. Pour ce qui est du son, on évite de mettre du son non sollicité sur notre site, c'est perturbant et c'est vraiment super énervant quand on arrive sur une page et qu'on a de la musique ou qu'on a du son, une vidéo de pub qui se lance, etc. C'est insupportable. Si vous publiez un audio, donc on pourra lancer avec une voix parlée comme une interview. Il faut penser à faire un transcript, écrire le texte entendu en dessous. Ça, on peut le faire dans YouTube, par exemple, si on peut écrire un sous-titre. Voilà. Donc ça sera bon à la fois pour la personne qui n'a pas de son, qui ne veut pas déranger ses collègues de travail ou qui est dans un lieu public, ou, qui a pas de son. Ça sera aussi très bon pour le référencement parce que ça permettra de remettre les textes qui sont contenus dans cette vidéo sur mon site. Au sujet des images et des animations, se servir des images avant tout pour mettre en valeur le contenu plutôt que pour décorer simplement la page. J'essaye d'avoir un contenu qui euh, illustre ce que j'écris et qui l'illustre et qui donne une info complémentaire. Quoi. Voilà, hein, si je peux mettre la photo d'un artiste, etc. Dans votre cas, les photos d'un spectacle, mettre un truc un peu abstrait, tout ça, bon, pourquoi pas, mais on essaye en fait de faire en sorte d'avoir des contenus qui sont pas des images qui sont qui ont du contenu, quoi. C'est bien d'ajouter des légendes aux photos, c'est bien pour le référencement, etc., pour la compréhension aussi, pourquoi pas. Trop souvent, moi j'ai des fois des spectacles où, je sais pas, ça peut être dans la musique classique, on a le chef d'orchestre, on a le violoniste et on a le ténor, et on a la photo d'un type, on ne sait pas qui c'est. Voilà. Éviter les images graphiques en filigrane, etc. Bon, les fonds de page avec des images, parfois même animées, j'ai vu, on s'en évite. Les animations en page d'accueil. Alors, alors, on voit beaucoup les sliders. Hein. Les sliders, c'est les grandes images qui défilent avec une flèche à droite, une flèche à gauche. Alors, c'est un petit peu. Enfin, les avis divergent là-dessus, mais déconseillé parce qu'elles n'apportent pas d'informations et détournent l'utilisateur du contenu véritable. Alors, ça, c'est les pages d'accueil avec juste une grosse animation. Voilà. Un slider animé mal fait peut apporter de la confusion et noyer le visiteur sous trop de contenu. Donc, quand on fait une page d'accueil avec un slider avec plein de trucs qui défilent, on fait en sorte que le slider il n'ait pas 25 slides et que si le truc défile tout seul, que la personne ait le temps de lire le texte que j'ai mis dessus, qu'on ait le temps de lire, d'aller cliquer et de regarder l'image. Donc, je teste tout ça, voilà. Et si je ne peux pas régler la vitesse, et ben je fais pas, quoi, voilà. Alors, pour les éléments essentiels de type logo, type, titre, etc., on ne fait pas d'animation. Cela peut être assimilé à de la pub. Voilà, quand on voit quelque chose qui bouge sur Internet,
Avant, on faisait, alors ça a changé parce qu'en fait, avant, les pubs, c'était des trucs qui bougeaient super animés, etc. Parce que ça attire l'attention, ce qui bouge. Et donc, Facebook, ces petits malins, ils ont été les premiers à faire des pubs qui ressemblaient à du contenu, donc qui bougeaient pas, avec un petit titre, une petite photo, etc. Pour qu'il y ait un peu de confusion entre le réel contenu et la pub. Et donc maintenant, un truc qui bouge dans un coin, pour nous c'est de la pub, on va pas le voir, quoi. Voilà. Alors, pour ce qui est de la navigation sur un site web conséquent, on peut installer un petit moteur de recherche. Hein, quand on ne trouve pas l'info qu'on cherche, ben voilà, on a un petit moteur de recherche, même si euh, on utilise beaucoup les moteurs de recherche pour ça aujourd'hui, quoi. Voilà. Il faut faire en sorte que le visiteur ne se sente jamais perdu dans notre site web. Utilisation des liens visités de couleurs différentes. Par exemple, fil d'Ariane, le fil d'Ariane, c'est ça. C'est je suis sur cette page-là, et en fait, je suis arrivé sur la page d'accueil, je suis allé dans cette partie-là, puis dans cette partie-là, et dans cette partie-là. Donc je peux remonter, et je sais où je suis. Utilisation des liens visités, toujours la même place, qui ne change. Oui, alors il faut faire en sorte que la navigation, elle reste toujours la même place et qu'elle ne change pas d'apparence, elle ne change pas de taille, elle ne change pas de typo, elle ne change pas de contenu d'une page à l'autre. Voilà. Le fil d'Ariane, donc oui, c'est ça, il sert à se localiser, bon, je l'ai expliqué. Un menu qui reste ouvert et nous indique où l'on se trouve plutôt qu'un menu qui reste toujours fermé. Alors aussi, oui, là je peux vous faire voir un autre site aussi, euh, sur lequel là j'ai fait un petit peu gaffe à ça. Euh, tac, voilà. Donc ici sur ce site-là, eh bien, dans mon menu, si je suis sur cette page-là, eh bien, tac, je sais que je suis sur cet item parce qu'il est gris. Hein, voilà. Et que je suis dans cette partie parce qu'elle est grisée aussi. Et là, j'ai de nouveau aussi mon fil d'Ariane. Voilà. Alors, un dernier petit point, vérifier la rapidité de chargement du site, choix de l'hébergeur ou poids des médias présents dans ma page. Il faut toujours penser au poids de ces images. Voilà. Donc quand on fait un site, on fait bien attention aux images qu'on met dedans. Si on administre un site avec WordPress, on ne prend pas des photos super lourdes qui sortent de l'appareil photo ou qu'on a récupérées sur Internet, on ne sait même pas quelle taille elles font, ou c'est quelqu'un qui nous les a envoyées. On vérifie le poids, on vérifie la taille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça évite que les visiteurs attendent trop longtemps devant ma page et partent. Et je serai mieux référencé aussi, voilà. Et si mes visiteurs se connectent dans une zone pas très bien couverte, avec un téléphone, etc., et ben, ça ira forcément plus vite. Voilà, et ben, c'est fini.